Salut, c'est Alyosha. Bienvenue dans Vision. Vision est un podcast sur la photographie contemporaine créé en 2019. Ce mois-ci, on fête nos 2 ans. Pour célébrer ces 2 belles années avec vous, on met en place pendant un mois, du 15 mai au 15 juin, une capsule avec une vente de tirage limitée de certains photographes invités par le podcast. Un grand merci au laboratoire Picto, notre partenaire, qui a procédé à l'impression de tous les prints. Rendez-vous donc sur notre site à partir du 15 mai, visionpodcast.fr/shop pour plus d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien directement dans le texte qui accompagne le podcast. Avec Adobe Creative Cloud, vous pouvez donner une nouvelle dimension à vos projets en utilisant par exemple Photoshop sur iPad ou bien dessiner et peindre avec Adobe Fresco, jouer avec la 3D et la réalité virtuelle et plus globalement rejoindre une communauté mondiale de créatifs. Suivez le lien dans la description pour un essai gratuit. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Alors oui, je peux décrire cette photo de ce pèlerin chiite lors du pèlerinage de Kerbala, qui est le pèlerinage de Arbaïm. C'est une photo que j'ai faite dans le sud de l'Irak, pas très loin de Bassora, dans le cadre donc d'un reportage que je faisais sur les marais irakiens, sur les fleuves de la Mésopotamie, l'assèchement des fleuves. Et donc voilà, c'est une photo que je me suis retrouvé en pleine période du pèlerinage. Alors c'est un pèlerinage qui a été complètement aboli, j'ai envie de dire, sous l'ère de Saddam Hussein, et qui a repris vie donc suite à la chute de Saddam il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. On voit ce pèlerin. Alors les pèlerins font jusqu'à 400 km, parfois 500 km pour rejoindre donc la ville de Kerbala, et certaines viennent d'Iran, certaines personnes viennent donc essentiellement du sud de l'Irak, et ils sont sur les routes c'est un pèlerinage qui se fait à pied. Donc la couleur, l'effigie qui est à l'effigie en fait de ce pèlerinage et de l'imam Hussein Ben Ali, parce que c'est lui la personne qu'on met en avant dans ce pèlerinage. C'est le noir, et donc il a ce grand drapeau noir qui pourrait faire penser donc aux couleurs de Daesh, mais c'est pas du tout le cas dans le cadre et dans le contexte de cette photo. Mon nom est Mathias Depardon, je suis photographe. J'ai fait des études de communication sociale et de journalisme à Bruxelles. Et j'avais touché un peu à d'autres choses. J'avais commencé des études en architecture avant. Puis j'étais foncièrement attiré par cette idée de reportage. Même si j'étais assez convaincu à l'idée de devenir photographe, j'en avais pas non plus la pleine certitude. Je m'étais dit, si je fais des études de photographe et que je deviens pas photographe, et j'en connaissais pas mal de photographes qui étaient en études d'étudiants en photographie qui n'ont pas poursuivi d'ailleurs leur passion ou ce hobby de la photo, et donc j'ai préféré faire des études de communication sociale et de journalisme. Et puis par contre la fin donc de mon cursus s'est achevée par une thèse que j'ai faite sur cette pseudo crise du photojournalisme. Donc ça c'était au début des années 2000. Et la conclusion était qu'il n'y avait pas foncièrement une crise du photojournalisme, mais qu'il y avait déjà à l'époque une crise de la presse. Donc cette thèse m'a permis de faire un stage au début, qui était un stage que j'ai effectué dans le quotidien Le Soir, qui est donc un des 2 principaux quotidiens belges francophones. J'ai fait donc un stage en presse écrite et un stage en photographie de presse. Et donc ça a été ma première expérience en tant que photographe, même si j'avais fait quelques petits jobs avant, et puis l'occasion surtout aussi de rencontrer des photographes reporters. Donc j'étais à Bruxelles, donc à l'époque j'avais rencontré John Vink, j'avais rencontré Bruno Stevens, j'avais rencontré Gaël Turin et Cédric Gerbet à l'époque, donc pour alimenter un peu cette thèse. Et puis suite à ça, j'ai continué un peu à travailler pour Le Soir, et puis très vite je suis parti vivre à l'étranger, à Bangkok, où j'ai commencé à travailler comme photographe freelance. Mon premier souvenir suite à l'image est lié à beaucoup de choses. Moi, j'ai
pas mal grandi avec une culture assez, une culture cinématographique. J'ai été très bercé par le cinéma. Je suis un peu et plus que par la photographie. Ça va paraître complètement lambda ayant le nom que j'ai, mais c'est vrai que ma mère avait des livres avait quelques livres de Raymond Depardon dans sa bibliothèque. Alors c'est vrai que quand j'étais jeune, ça m'a interloqué parce que j'avais le même nom que ce photographe. Il y avait énormément de textes dans ces livres. Il y avait notamment le désert américain où Raymond Depardon, je pense, évoque son amitié avec Gilles Caron. Et puis, vraiment, c'est une balade en fait. Finalement, Raymond Depardon voyage au travers des États-Unis et puis il écrit ce livre avec qui sont un peu des notes de voyage finalement. Puis ça m'a, je pense, de manière un peu inconsciente, un peu embarqué dans une photographie documentaire, dans une photographie humaniste, au fil des années, de manière assez décousue. Et puis ça s'est précisé donc au niveau de mes études. Mais donc il y a pas une image en soi. Après, j'ai beaucoup aimé dessiner quand j'étais enfant. J'aimais beaucoup le dessin. Puis comme je le disais tout à l'heure, je pense que le cinéma américain des années 70, 80, 90, ça m'a vachement influencé aussi. Et donc voilà. Alors moi j'ai au départ j'ai envie de dire une démarche photographique qui est celle d'un photojournaliste. Au départ, je pense que mes premières expériences en tant que photographe sont des expériences où j'ai été sur le terrain très souvent. Alors au début, j'étais pas en binôme avec une rédaction, mais je travaillais avec des ONG comme Médecins du Monde, comme MSF, comme Action contre la faim, où j'ai collaboré sur différents projets. Que ça soit en Inde, que ça soit au Laos, que ça soit en Haïti. Ça a été un peu ma porte d'entrée dans ce milieu aussi. J'avais le besoin de trouver, de pouvoir avoir bénéficié d'une certaine logistique sur place, parce que quand on est jeune, qu'on est indépendant, on n'a pas beaucoup d'argent au départ et donc c'était l'idée de pouvoir produire pour un client et en même temps de pouvoir m'intéresser à différentes thématiques que couvraient et développaient ces ONG. Au départ, donc mon approche est très photojournalistique. Aujourd'hui, elle s'inscrit plus dans une démarche de photographie documentaire. Alors là, c'est vrai que la frontière est assez étroite, mais bon, pour beaucoup d'éditeurs ou de commissaires photographes, il y a une vraie différence. Donc aujourd'hui, j'ai tendance à m'inscrire plus dans le long terme, et puis je me déconnecte aussi d'une certaine actualité, et je travaille sur des thématiques qui sont en lien avec l'actualité, mais qui sont pas, je ne relate pas. Ou non, je relate plus des faits d'actualité en fait. Donc voilà, elle est assez classique finalement cette approche. Je pense qu'aujourd'hui j'ai une photographie en effet qui est beaucoup plus figée que ce qu'elle a pu l'être dans le passé. Où moi j'ai commencé à faire des photos en noir et blanc avec des cadres qui étaient plutôt bien remplis, bien chargés, avec différentes protagonistes, souvent une image où il y avait une action qui était relatée, ou en tout cas une activité des personnages, des protagonistes, des sujets dans l'image et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis dans une photographie beaucoup plus figée. Je pense que c'est lié notamment à du matériel. Il y a une dizaine d'années, plus précisément, en 2011, j'ai repris un appareil argentique, plus précisément un moyen format argentique, et c'est vrai que ça m'a permis, j'avais envie de décélérer un petit peu. C'est vrai que je produisais beaucoup d'images. C'était en 2011, j'avais couvert une partie du printemps arabe. J'avais été en Tunisie, en Égypte et puis en Libye. Beaucoup d'images que je produisais. Et puis j'étais un peu perdu autant dans ces événements qui étaient quand même très mouvementés. Cette production numérique qui me dépassait un peu par moment. Et j'ai eu ce désir en 2011, après être revenu de la Libye, de reprendre un argentique, de reprendre un certain plaisir à réaliser des photographies, et surtout à prendre plus de temps à photographier ce que je tentais de photographier. Et puis donc voilà, donc je pense que c'est vrai qu'on photographie pas de la même manière avec un Mamiya 7 qu'avec un
un appareil numérique et je pense que ça d'une manière assez inconsciente en tout cas figé figé ma photographie. C'est un truc que j'ai conscientisé avec ces dernières années mais donc voilà, je pense qu'en effet le médium et en tout cas le soutien matériel avec lequel on peut être amené à faire des images va un tant soit peu déterminer finalement l'image et le sujet. Et puis j'ai trouvé que dans cette image figée, il y avait toujours ce désir d'être dans une image volée, dans une image dans une instantanéité, dans un moment où finalement tout se rejoint dans le cadre et où on est sur une espèce de symétrie parfaite ou de non symétrie parfaite. Là, j'avais cette envie plutôt d'avoir une forme de dialogue en tout cas avec mon sujet. J'avais plus envie de me cacher ou de prendre une image je vais pas dire à l'encontre de la personne que je photographiais mais plutôt être dans un espèce de dialogue avec lui et c'est pas vraiment de la photographie posée. Généralement, les gens, je leur demande rarement de poser, mais ils sont là, ils m'ont vu, ils sont conscients de ma présence. Et généralement, je les photographie dans une position où ils sont initialement et où c'est souvent en effet une image assez figée, assez posée. Et où c'est vrai que je peux avoir parfois un sens assez aigu du cadrage et de la couleur. Il faut qu'il y ait une forme de communication, qu'elle soit verbale ou non verbale finalement. Je pense qu'il faut pas la photographie est quelque chose de très frontal et il faut pas je pense que à vouloir être discret ou à vouloir je sais pas, moi j'ai envie de dire que je suis plutôt la personne qui est en face de moi réalise que je suis un étranger très souvent, elle réalise que j'ai un appareil photo voire deux autour du cou, donc on va pas se leurrer, elle est consciente que si à un moment j'attire, j'ai mon attention qui est attirée vers cette personne, c'est très souvent pour que je puisse la prendre en photo. Donc je pense qu'il y a un accord de confiance qui est assez tacite, mais qu'on réalise très rapidement. On se rend compte très vite si la personne en face de soi a envie d'être photographiée, va vous accorder une seconde, 10 secondes, 30 secondes dans le cadre d'une photographie ou pas. Et donc généralement, ça m'intéresse plus trop de prendre des photographies à l'insu des autres, enfin de mes sujets, parce que je trouve que généralement la photo peut... Parce qu'encore une fois, je crois que je recherche encore ce dialogue et cette complicité. Après, ça peut m'arriver de faire une image volée, encore une fois, mais c'est vrai que j'ai envie d'être face à mon sujet, que cette personne se rende compte de ma présence et de voir si au-delà de ça, on a envie d'échanger ensemble et si cette personne a envie de me prêter son image l'instant d'une seconde. Je pense que le but ultime pour notre pratique de photographe documentaire, c'est de témoigner finalement. Donc, on tente de témoigner d'une situation, on tente de témoigner de ce qui peut se passer dans une région, on tente de témoigner on parlait de l'anthropocène tout à l'heure, mais je suis dans une démarche un peu environnementaliste aujourd'hui, donc je tente de démontrer que ce monde change. C'est lié, on tente de montrer des choses en fonction des sujets qu'on traite et en fonction de la région dans laquelle on est et je pense que voilà, il y a pas systématiquement une raison unique ou une recherche unique à une photographie. On cherche différentes choses à différents moments. La préparation d'un sujet, elle se fait de différentes manières, mais après, la mienne est assez classique de tout photographe, journaliste entre guillemets, qui même si j'ai tendance à partir avec un binôme, il y a une recherche en amont de ce que je peux être amené à voir, de ce que je vais vouloir voir, et donc il y a une recherche par rapport, il y a une forme de repérage qui se fait en amont de certains lieux. Il y a clairement une recherche journalistique plus globale sur une région. Il n'y a pas de storyboard en tout cas. Alors il y a un synopsis clairement, mais il n'y a pas de storyboard, contrairement à d'autres photographes qui peuvent avoir justement une idée très très précise des images qu'ils veulent réaliser.
notamment donc ces photographes documentaires qui sont aussi parfois dans une approche un peu plus conceptuelle de leur œuvre. Je me refuse un peu d'aller avec une idée préconçue de ce que ou une image très précise que je souhaite réaliser. Alors je regarde ce qui s'est fait en photographie autour d'une thématique, autour d'une région aussi, parce que l'idée n'est pas non plus de calquer le travail d'autres photographes, et puis en tout cas, mais peut-être de s'en inspirer, pourquoi pas. Il y a surtout l'idée de trouver un bon fixeur sur place, et puis de pouvoir briefer un fixeur, de pouvoir par rapport à des recherches qu'on a faites, essayer d'être sur une vraie collaboration avec le fixeur, qui est quand même qui joue un rôle important aussi, une fois sur le terrain, qui va être le traducteur très souvent, et puis qui lui doit pouvoir être à même de venir avec ses propres idées aussi, parce que lui connaît la région mieux que moi souvent. Donc l'idée c'est qu'il y ait un espèce de brainstorming qui s'effectue avec le journaliste, avec le fixeur, puis après avec des protagonistes avec lesquels ou des acteurs qui sont sur le terrain, avec lesquels on a pris contact en amont, qui nous ont déjà donné des éléments de recherche en tout cas. Après on en reparlera plus tard, mais quand on travaille avec un magazine comme National Geographic, c'est des mois et des mois de préparation par rapport à un sujet, et donc il y a énormément de recherches qui s'effectuent, des entretiens parfois avec des spécialistes, des environnementalistes, en tout cas sur les questions environnementales sur lesquelles je travaille, qu'on tente d'éclaircir pour qu'il y ait disons qu'il y a toujours une surprise. L'idée c'est quand même mais de baliser un maximum en tout cas pour pas trop s'éparpiller une fois sur place très souvent. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. J'ai l'impression qu'en fait aujourd'hui on est dans cette ère donc un peu de l'anthropocène. On a quitté l'holocène, et je trouve que pour des photographes, pour des lanceurs d'alerte, pour des journalistes, pour des artistes, s'emparer sur des grands problèmes liés à l'environnement comme la pollution, la montée des eaux, le réchauffement climatique, la fonte des glaciers, l'exploitation des énergies fossiles, etc. Je trouve que c'est quand même une thématique sur laquelle il faut se préoccuper. Enfin, je trouve que voilà, en 2021, les enjeux environnementaux sont plus que présents, et on le voit notamment avec cette crise de la Covid. Donc je pense que voilà, il y a cette conscience environnementale qui est présente chez moi. Il y a eu ce désir de photographier des conflits, des catastrophes naturelles dans le passé, et puis je pense que voilà, j'avais photographié le tremblement de terre à Haïti, des inondations en Inde, donc je pense que cette idée environnementale a été un peu façonnée par différents premiers projets photographiques. En s'installant en Turquie, forcément, on a envie de parler ou d'évoquer cette région du sud-est de la Turquie, donc ce Kurdistan turc. Il semblait pertinent de travailler sur cette problématique de l'eau pour parler d'une région, pour parler d'un peuple, à défaut de forcément s'emparer de sujets liés au PKK, liés aux forces rebelles kurdes. Sujet que j'ai fait évidemment comme les 3/4 des gens qui sont correspondants en Turquie après un moment, mais voilà, ça me semblait intéressant que de s'approprier cette question de l'environnement et d'évoquer les fleuves de la Mésopotamie, qui sont quand même une région où c'est un peu le berceau de l'humanité finalement, pour découvrir une région et pour s'emparer de cette thématique me semblait plus que propice. Faire de lance ou de cette problématique de l'eau, c'était ce village d'Hasankeyf qui a été inondé donc finalement en 2020, et donc Hasankeyf est un peu un joyau de l'archéologie. C'était un des rares lieux au monde qui rassemblait à lui seul 8 des 10 critères pour être patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors il faut savoir que les 3/4 des lieux qui sont patrimoine mondial de l'UNESCO rassemblent 3, 4, parfois 5 critères maximum, mais il y a très peu d'endroits qui, comme Hasankeyf, rassemblaient à lui seul autant de critères. Ça n'a jamais été ratifié par le gouvernement turc et Ankara, parce que ils ont depuis une quarantaine d'années
ce projet, cinquantaine d'années, parce qu'il date des années 70, ce projet d'aménagement du territoire, qui est le projet GAP, qui est le plus grand projet d'aménagement du territoire en Turquie à ce jour. Et donc, ça a commencé par un premier voyage dans la région sur une autre thématique, la rencontre avec Hasankeyf, avec ce village, qui est donc un village qui était un village très emblématique, avec un pont du XIIe siècle, qui est un des premiers ponts construits sur les fleuves de la Mésopotamie, sur le Tigre, avec cette citadelle qui surplombe le Tigre. Donc l'idée, c'était en 2012, j'avais rencontré une jeune journaliste américaine qui vivait à Istanbul, qui avait déjà été à Hasankeyf et qui avait envie d'y retourner, qui avait envie d'y travailler. On a fait un premier voyage ensemble. Suite à ce voyage, on a eu un deuxième, un troisième, un quatrième, et puis j'ai dû y aller 5, 6, peut-être 10 fois en 5 ou 6 ans. Au début, donc, je me suis concentré sur Hasankeyf, qui était donc voué à être englouti par les eaux du barrage d'Ilissu, qui est le deuxième plus grand barrage en Turquie, après le barrage d'Atatürk, qui est situé sur le Tigre. J'ai élargi le spectre, j'ai commencé à aller à visiter, à photographier d'anciens villages qui avaient été eux-mêmes engloutis par d'autres barrages sur le Frat. J'ai commencé à sillonner les deux fleuves, en fait, en Turquie et à photographier cette région. De là est parti le fait de vouloir de s'intéresser à l'Irak, parce que finalement les conséquences directes finalement de cette politique de barrage, c'était des conséquences auxquelles allait faire face le peuple irakien, parce que finalement ils dépendent de ces mêmes fleuves qui prennent leur source en Turquie, mais qui traversent tout l'Irak et toute la Syrie. Le Frat traverse la Syrie, ils se rejoignent dans le sud de l'Irak, à Bassora, et pour former le Châtel arabe. Bref, donc voilà. Initialement, ce projet a été initié à Hasankeyf et puis s'est élargi au fil des années. L'aide à la photographie documentaire est une aide qui est octroyée par le ministère de la Culture et par le Centre national des arts plastiques, est une bourse, finalement, qui vient en aide donc à des photographes documentaires pour compléter un projet, très souvent qui a été initié, ou pour démarrer un tout nouveau projet. Moi, dans ce cadre-là, donc j'avais donc travaillé de nombreuses années sur cette thématique, et j'avais photographié la Turquie essentiellement, et puis donc voilà, comme je le disais, pour relater un peu des conséquences environnementales et écologiques, et puis vraiment qu'est-ce qui sur les populations aussi, parce qu'il y a des vraies conséquences sur les populations qui aujourd'hui sont obligées de migrer vers le nord, notamment ces populations, les habitants des marais, les médanes comme on les appelle, parce que il y a une salinisation de l'eau, parce que il y a une baisse du flux de l'eau dans les marécages, et que ces pêcheurs, ces agriculteurs sont obligés de remonter vers le nord. Donc j'ai pu bénéficier de cette bourse du CNAP, comme à l'image de beaucoup de photographes documentaires aujourd'hui qui la reçoivent, et donc c'est sur base d'un projet, en tout cas d'une proposition de projet. Il faut établir un budget, il faut établir en fonction de ses besoins, et puis voilà, et puis le jury du CNAP décide en fonction du dossier à qui ils octroient la bourse. National Geographic, cette collaboration a démarré en 2016, et donc moi j'ai proposé donc au magazine de travailler justement sur les conséquences de cette politique des barrages en Turquie. Donc l'idée était de partir en Irak, et puis il a été question, on a travaillé pendant de nombreux mois à ce qu'on allait faire en Irak, et puis finalement il s'est avéré que j'allais faire un dernier voyage en Turquie avant de partir en Irak. Donc voilà, ça a été pour le coup le dernier reportage que j'ai fait en Turquie en 2017, car j'ai été arrêté lors de ce reportage que j'ai effectué pour le magazine. Donc voilà, je pense que le reste de l'histoire, tout le monde la connaît, mais que ça a été pour le coup mon dernier reportage en Turquie. Et avec National Geographic, il y a justement, on parlait tout à l'heure de la préparation d'un sujet. On laisse très très peu de choses au hasard
Lorsqu'on prépare un sujet avec le magazine, on travaille avec différents éditeurs. Moi, c'est vrai que je suis plutôt avec un desk d'éditeurs qui est plutôt qui travaille sur les problèmes environnementaux généralement. Et il y a aussi un département sciences avec lequel je peux être amené à collaborer. Généralement, on a un éditeur qui nous est assigné et avec cet éditeur va commencer de très 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 nombreux échanges et on va littéralement pratiquement monter un dossier d'informations qu'on a récoltées. Ça peut être des entretiens avec des personnes spécialisées sur la thématique en question. Ça peut être du repérage avec carrément des images de la NASA avec lequel National Geographic a accès. Enfin, il y a plusieurs, il y a vraiment, on rassemble une très large somme d'informations et puis il faut par la suite convaincre différents entre guillemets boards d'éditeurs qui valideront le sujet. C'est assez particulier parce que c'est vrai qu'en France on a des éditeurs qui nous laissent beaucoup de liberté, parfois trop d'ailleurs. On a un peu souvent carte blanche où on entend des éditeurs nous dire non mais bon, on te laisse faire ce que tu sais faire et puis tu verras avec le journaliste et puis alors que là on n'a pas de storyboard, mais on a clairement un synopsis. Il faut pouvoir arriver à développer la réponse du pourquoi maintenant dans ce pitch, dans les premières lignes de speech et puis il faut pouvoir le développer après donc sur une page ou deux et donc pourquoi maintenant et pas une réponse, pas une question facile auquel répondre. Pourquoi on fait ce sujet maintenant? Pourquoi il y a une véracité à le faire maintenant? Et en quoi ce sujet est aujourd'hui une question, enfin un sujet sur lequel on doit accorder du temps, de l'argent et une visibilité. Donc voilà, ça commence très souvent autour de cette question. Pour développer cette question, on va prendre le temps nécessaire pour rassembler les informations nécessaires pour que le sujet soit validé et qu'on puisse enfin partir sur le terrain après généralement plusieurs mois d'échanges. Alors les Ouïghours et le Xinjiang, moi je m'y suis intéressé parce que je m'intéressais au panturquisme, je m'intéressais à cette idée notamment de photographier ce qu'évoque Erdogan quand il parle des frontières du cœur. Erdogan évoque les frontières du cœur comme évoquant en fait un peu un passé mystifié, comme évoquant la grande Turquie, comme évoquant voilà ces territoires d'antan qui faisaient partie de l'Empire ottoman. Alors le Turkestan oriental, comme on l'a appelé autrefois, n'a jamais fait partie de l'Empire ottoman, mais a été islamisé par les Turcs au XIe siècle. Les Ouïghours sont donc, on peut le dire, turcophones, même si c'est un dialecte turc. Et j'avais envie d'y aller pour photographier un peu cette turcité, enfin ce qu'on pouvait retrouver de turcité en Chine et dans cette région autonome du Xinjiang et j'y suis allé en 2015 ou 2016 pour la première fois et en fait ça a été un concours de circonstances. J'ai eu une commande pour un magazine gastronomique américain qui a voulu me faire partir au Xinjiang pour photographier la gastronomie ouïghour. Puis au même moment, il y a eu un festival chinois qui était géré par un Français qui faisait tout un projet, en tout cas qui avait comme thème la route de la soie et qui avait vu ma série sur la mer Noire lors d'une exposition à Istanbul et qui avait envie d'exposer cette série dans le cadre de son festival. Moi, j'ai demandé à pouvoir produire une nouvelle série et qui serait une série qui se ferait au Xinjiang. Et donc sur 2 voyages, j'ai en 2000, je crois que c'est en 2016, hein, c'est ça. En 2016, j'ai été à 2 reprises au Xinjiang. Alors la situation était pas complètement la même, mais on était quand même déjà bien dans un système qui tendait à se verrouiller autour de la communauté ouïghour. Il y avait déjà des quartiers résidentiels auxquels on n'avait pas accès.
qui étaient un peu des dortoirs où les mecs, où la population pouvait sortir et rentrer de ces espèces de dortoirs, mais ils étaient quand même amenés à rentrer tous les soirs. Et puis c'était donc avant la découverte, et je pense aux prémices de ces camps de travail qui existent aujourd'hui et où il y a plus d'1 million de Ouïghours qui sont incarcérés pour différentes peines. Non, c'est vrai que la situation est hyper alarmante. Moi, je savais que la situation était difficile, que c'était difficile pour un photographe d'y travailler. J'y suis allé sans visa de journalistique. J'ai été très rapidement suivi. On sentait, il y a vraiment une pression policière à la chinoise qui est pas vraiment, qui est assez présente, et on se rend très très vite compte qu'on est suivi, qu'on est photographié. Ça m'a pas empêché de faire les photos que j'ai faites. Ils m'ont laissé, j'ai eu aucune, il n'y a pas eu lieu d'arrestation ni quoi que ce soit, mais ils m'ont clairement fait comprendre qu'ils étaient conscients de ma présence sur place. Et c'est vrai qu'après, c'est pas évident de travailler. Déjà à l'époque, c'était pas évident de travailler dans la région parce que c'était très difficile d'avoir une intimité avec les gens, de pouvoir rentrer chez les gens était très difficile, voire pratiquement impossible, parce que ils étaient systématiquement, il y allait avoir représailles et il y allait avoir des comptes à rendre aux autorités s'ils avaient laissé un étranger rentrer chez eux. Donc voilà, aujourd'hui il y a d'autres photographes qui travaillent sur la problématique ouïghour, d'autres photographes qui sont basés en Chine pour certains, d'autres qui ont vécu en Chine qui y travaillent. Moi j'y suis plus retourné depuis, et néanmoins ça fait partie d'un volet de Transanatolia assez important dans le livre en tout cas, et c'était déjà présent dans l'expo aussi. Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. Je suis lauréat du prix de la Fondation Yves Rocher. Qu'est-ce que ça a changé ? Je suis pas convaincu que ça ait changé grand-chose, mais ça m'a surtout donné l'opportunité de pouvoir faire un voyage en plus pour dans l'idée de continuer à travailler sur les fleuves de la Mésopotamie. Donc j'ai fait un voyage au Kurdistan irakien au mois de décembre. On a travaillé avec Guillaume Perrier qui était mon binôme sur ce projet en parallèle pour une commande pour le Figaro Magazine aussi. Et donc l'idée était de travailler sur la problématique des fleuves dans le Kurdistan. Donc voilà, ça m'a surtout donné l'opportunité de continuer ce projet, de pouvoir y aller. C'est vrai que ça devient de plus en plus difficile de partir dans ce genre de région dans le contexte actuel avec la presse, avec la presse magazine en tout cas, et donc on cherche d'autres sources de revenus pour financer ces projets, et donc les bourses en font partie. Il y en a quand même de nombreuses en France, et donc c'est une bourse auquel j'avais participé pour la première fois l'année dernière. J'avais cru comprendre que j'avais pas été sélectionné, mais que mon projet, mon dossier avait été assez bien accueilli, et donc je me suis dit que je la retenterais bien cette année, et puis j'ai eu la bourse cette année. Ça va me donner l'opportunité d'exposer à la Gacilly, qui est donc ce lieu emblématique pour Yves Rocher, où est basé donc le siège de Yves Rocher en Bretagne. Et donc voilà, ça sera le fruit d'une exposition cet été, où là pour le coup je vais présenter plusieurs images des fleuves. Il y a certaines images qui ont une dizaine d'années qui ont été prises en Turquie, d'autres qui ont été prises à Mossoul au mois de décembre, et puis il y aura des images des marais irakiens, donc j'ai envie de dire une petite rétrospective en tout cas de ce projet qui sera exposé à la Gacilly cette année. Le projet de la Nationale 7 est venu dès le début du premier confinement, donc l'année dernière. L'idée, c'était de faire un peu une traversée de la Covid, de pouvoir suivre un itinéraire qui était dicté dès le départ, qui était celui de cette route, qui est quand même la nationale la plus longue de France, qui fait 999 ou 998 km, je pense. Et donc j'ai proposé ça à Libération. J'ai proposé de faire un voyage, itinérant de cette Covid. Voilà, j'ai apparemment réussi à trouver les arguments pour convaincre la rédaction de faire ce projet. Et donc je suis parti une dizaine de jours sur les routes de France en traversant donc la Nationale 7 depuis la porte d'Italie jusqu'à Menton. Bon voilà, c'était un drôle de hasard, mais c'est vrai que
En France, la Covid au début a été hyper stigmatisée par les populations chinoises et asiatiques. Or, Port d'Italie, c'est un peu là qu'une grande partie de la diaspora chinoise, en tout cas, s'est établie à Paris. Et puis j'allais jusqu'à la frontière italienne, qui était un peu vraiment à l'époque la zone rouge de la Covid en Europe. Donc voilà, ça faisait un temps soit peu sens. Après, ça n'a pas été. J'ai trouvé beaucoup de difficultés à photographier ce projet. Je pense qu'à l'image de nombreux photographes qui ont tenté de photographier cette période où finalement il se passe pas grand chose. Alors il y a beaucoup de photographes qui sont retrouvés dans les hôpitaux à photographier infirmiers, médecins et patients. Moi j'avais moins envie de m'inscrire ou en tout cas de me concentrer sur la maladie en soi, mais plutôt comment ce virus en tout cas et cette pandémie redessinait finalement le quotidien de chacun et puis le territoire aussi. Donc c'était une manière de photographier, je vais pas dire le néant, mais c'est vrai que c'était des paysages, c'était des routes où la présence humaine était inexistante et où on retrouvait systématiquement les mêmes scènes de vie, donc soit des gens qui allaient à la boulangerie, au supermarché, des joggers, des gens qui promenaient leurs chiens. Enfin, on voyait vraiment systématiquement le même type d'individus liés à des scènes de vie très similaires, qu'on soit finalement à Paris ou dans le sud, en passant par Avignon. Ou Lyon et donc j'avais l'impression de voir à peu près tous les jours la même chose. C'était assez et finalement j'ai fait des portraits et puis j'ai posé des questions type à tous les gens que je photographiais, ces espèces d'espaces vides de toute personne, enfin de toute présence humaine en tout cas. Donc ça a été ce projet de la National 7 pour Libération. Dès que le projet s'est terminé pratiquement, Laura Serrani m'a contacté dans l'idée d'être invitée au festival Planche Contact, qui est donc le festival de Deauville. Elle avait l'idée de m'y inviter en 2021, et puis avec la Covid finalement de certains photographes étrangers qu'elle avait prévus au programme et qu'elle comptait inviter n'ont physiquement pas pu se rendre en France. Elle a un peu revisité son casting pour l'édition de 2020 et elle m'a appelé 5 jours avant ou 4 jours avant le début de la résidence pour savoir si j'étais intéressé par y participer. Ce à quoi j'ai répondu favorablement. Mais après, c'est vrai que je suis arrivé à Deauville déjà n'ayant jamais été à Deauville de ma vie avant. Donc je connaissais pas du tout ce lieu. Après, j'avais l'impression de le connaître sans m'y être rendu. Je suis arrivé sur place. Certains photographes avaient déjà fait du repérage en amont, s'étaient déjà rendus sur place, avaient déjà rencontré les membres du festival, etc. C'est vrai que moi, je suis arrivé, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire à Deauville. Alors Laura Serrani a élargi finalement le terrain de jeu des photographes et qu'on n'est plus cantonné à photographier Deauville, mais maintenant on peut se consacrer sur tout le territoire normand. C'était très bien. Très vite, dès le premier jour, j'ai pris la voiture, je suis allé au Havre. Je me suis dit, est-ce que je vais faire quelque chose sur le Havre? Ça me paraissait une grande ville portuaire française, c'était intéressant. Mais j'avais fait encore une fois aucune préparation à ce projet, donc m'attaquer à une ville comme le Havre en ayant très peu de préparation, je me suis dit que c'était peut-être pas forcément ce qu'il y avait de plus opportun. On était sur la sortie du premier confinement, donc on était encore vraiment partiellement confinés. Il y avait encore les 100 km. Il se passait pas grand-chose à Deauville, soyons clairs. On était logés à proximité d'un skatepark, où là j'ai commencé à avoir au fil des jours une jeunesse normande, mais pas uniquement, qui se retrouvait dans ce skatepark, et ça m'a donné envie d'y aller, d'aller les voir. Donc il y a eu beaucoup d'intimité, beaucoup de complicité qui a émané au fil des jours, au fil des semaines avec cette jeunesse que j'ai commencé à photographier. Encore une fois, au fil des jours, la France commençait à se déconfiner. Il y a plus les 100 km. Alors les Français étaient avides de grands espaces, etc. Et donc ils se sont retrouvés sur les plages de Normandie. Et donc là, j'ai aussi photographié
une jeunesse qui venait de l'Île-de-France et qui venait en Normandie un peu, ou qui venait à Deauville un peu comme ils seraient à Las Vegas un peu quoi. Il y avait des boutiques, il y avait un casino, il y avait des voitures de luxe, il y avait une plage, donc il y avait cette rencontre avec toute cette jeunesse là aussi, et ce qui fait que c'était assez intéressant, et voilà. Et puis l'idée c'était donc aussi un peu de parler, de donner un peu la parole entre guillemets ou un visage à cette jeunesse qui avait subi un premier confinement, et on sait à quel point le confinement et cette période de pandémie est difficile pour les jeunes. Donc ça me paraissait propice. Après, je suis parti sur un un désir de faire du portrait parce que j'étais à Deauville et que j'aurais pu avoir une approche beaucoup plus documentaire, mais Philippe Chancel était présent. Il avait déjà commencé un projet où il donnait vraiment un visage très différent, très divers de Deauville, et j'aurais pu partir sur une approche un peu comme à l'image de comment j'ai photographié l'Azerbaïdjan ou d'autres régions, mais là j'avais très envie de me concentrer sur ces jeunes. J'avais pas forcément envie qu'on sente qu'on soit à Deauville. J'avais juste envie de faire des images où il y avait une lumière, parce que la lumière en Normandie est extraordinaire, et puis qu'il y ait une espèce de forme d'intemporalité par rapport à ces portraits, et j'ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer ces jeunes. Ils sont venus lors de l'exposition, parce que c'était une exposition en plein air, donc il y a eu vraiment un échange qui s'est fait jusqu'au bout, enfin jusqu'à l'accrochage, et c'est vrai que c'est assez rare pour quelqu'un comme moi qui photographie beaucoup l'étranger et qui très souvent a très peu d'échanges, voire aucun échange avec les personnes qu'il a photographiées. Donc c'était une belle expérience, et puis voilà, une belle collaboration avec Laura Serrani, et de belles rencontres aussi avec d'autres photographes. Il y avait Lorenzo Castore qui était présent sur place. C'était une de mes premières vraies résidences où tous les soirs on se retrouve autour d'une table, on parle photo, on échange ce qu'on a vu le jour même, et c'était assez bien, c'était assez enrichissant, et puis surtout c'était une très belle manière que de se déconfiner, que de se retrouver avec d'autres photographes et de se confronter à eux et de pouvoir échanger avec eux tous les jours. Donc voilà. À la fin de l'année 2020, André Frère et moi-même avons publié donc Transanatolia, qui est donc un projet qui a pris jour en 2017, donc à mon retour de Turquie. J'ai eu cette opportunité de faire une exposition autour de mon travail en Turquie, dont l'exposition s'appelait Transanatolia, et qui évoquait finalement l'expansionnisme turc et le panturquisme, cette idée de cette nouvelle Turquie qui est néo-ottomane, qui est conservateur. Donc voilà, sauf que en 2017, on a fait cette exposition aux Archives nationales, notamment avec l'aide et le soutien de Lionel Charrier, mais il a jamais été, à l'époque, il était inconcevable dans les délais dans lesquels on était de faire un livre ou même un catalogue. Et puis ce livre a pris quelques années avant de sortir. Finalement, c'est le fruit d'une collaboration donc avec André Frère et avec Joao Lineu, qui est le graphiste du livre, et avec Ufuk Şahin, qui est donc l'imprimeur du livre. Le livre a été donc imprimé à Istanbul. C'est quelque chose auquel je tenais beaucoup. J'avais envie au départ que ce livre soit conceptualisé et imprimé par un Turc, finalement, enfin en tout cas par des confrères et collègues turcs. Yusuf Sevinçli m'a aidé aussi, qui est donc ce photographe turc qui est assez connu et renommé en France, à séquenciser certaines parties du livre. Donc voilà, je me suis entouré d'amis, de confrères turcs notamment pour faire ce livre. Ce livre s'articule autour d'une préface qui est écrite par Guillaume Perrier, qui est donc l'ancien correspondant du journal Le Monde à Istanbul, que j'ai rencontré à l'époque en 2010. Le livre est bilingue, donc il est en français et en anglais. Il y a plusieurs cartes qui resituent un peu certaines des régions que j'ai photographiées au fil de cet ouvrage. Toute une série d'images. Je crois qu'il y a 65 images dans le livre. On a une couverture qui est assez graphique, avec une forme graphique qui reprend en fait l'Empire ottoman à son apogée, et puis une typographie qui est extensible à l'image de cette idée donc d'expansionnisme, et donc voilà. L'intérieur de couvre qui reprend le dessin du bouclier ottoman.
Il y a un entretien à la fin du livre avec Hamid Bozaslan, qui est directeur des études anatoliennes et kurdes à HESS. On n'a pas de légende, on a des légendes contextuelles, donc à la fin du livre, qui resitue un peu, j'ai envie de dire, les grandes lignes géopolitiques, culturelles et identitaires de certaines régions que j'ai pu photographier. Et donc voilà. Après, le livre est assez, j'ai envie de dire, dans son contenu assez minimal. Il y a pas de numérotation de page, il y a pas donc de légende. C'est un peu une balade dans une région un peu imaginaire que pourrait être cette nouvelle Turquie. Je pense que moi cette photographie va devenir de plus en plus multiculturelle. Je pense que cette photographie, il y aura plus une influence. L'histoire de la photographie moderne est une histoire quand même occidentale, quoi. Finalement, on peut retracer la photographie américaine, par exemple. Là, je pense qu'aujourd'hui et depuis maintenant une dizaine d'années, je pense que la photographie a différents visages. Il y a eu l'émergence de la photographie africaine ces dernières années, l'émergence de la photographie latino-américaine, l'émergence de la photographie chinoise. Donc la photographie aujourd'hui, elle est globalisée à l'image de ce monde. Donc elle a différents visages, différents codes, différentes histoires. Je pense que ça va rendre le médium de la photographie que plus intéressant. Et moi-même, je suis très avide de justement et curieux de savoir comment justement la jeunesse africaine elle photographie l'Afrique aujourd'hui. Où j'ai eu pas mal d'amis et confrères qui sont latino-américains qui photographient l'Amérique latine. Certains sont étrangers, d'autres sont de là-bas et je suis toujours très curieux de voir un peu aussi leur approche photographique, qu'elle soit documentaire, souvent elle est documentaire, mais pas uniquement. Je suis assez optimiste quant à l'avenir de la photographie finalement, même si voilà, c'est pas évident d'avoir de tels propos, sachant qu'il est quand même de plus en plus difficile de vivre de la photographie, parce qu'on est tous photographes aujourd'hui quelque part pratiquement. Mais je pense que par contre le médium de la photographie a encore de nombreuses années devant lui, et je pense que ça sera un regard qui sera un peu moins ethnocentré dans l'avenir, et tant mieux. Alors après, est-ce que quand on est blanc et occidental et homme et on a encore la légitimité d'aller photographier d'autres régions, d'autres contrées, j'en sais rien, j'espère quand même encore un peu. Mais c'est vrai que ça me donne aussi le désir et l'envie de photographier la France, parce que pour le coup, moi je l'ai très peu photographié pendant une vingtaine d'années là, et que ça me donne envie justement de me rapprocher de ma culture et de ce que je peux être amené à connaître le mieux et à photographier le mieux. Donc voilà, il y a un peu une réflexion qui se fait autour de ça. Je vais essayer de commencer un nouveau projet peut-être dans le sud de la France. Et voilà. Merci d'avoir écouté Vision. Vous pouvez nous laisser une note et votre avis, vous abonner et partager le podcast autour de vous. Il y a aussi la possibilité de nous soutenir sur Patreon, plateforme de financement participatif. Pour vous aussi faire partie du podcast, comme Stéphane, Isabelle ou Antoine par exemple, le lien est dans la description. Merci et à très vite pour un prochain podcast.